Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode de la saison 4, le 11e pour être exact, là, on fait un épisode deux sujets qui d'ailleurs vont pour la première fois depuis deux épisodes là, ne pas toucher là, la crise qu'on connaît en Europe présentement. Là. Et deux sujets d'ailleurs qui ont été proposés par Gab, donc je t'en remercie. Vous nous excuserez également, là, comme vous nous connaissez en général, lorsqu'on publie un mardi plutôt que de publier un lundi, c'est parce qu'on a soit des Un week-ends empêchement. particulièrement occupés d'activités, ce qui est encore le cas. Donc, vous nous excuserez pour le délai d'un jour, mais nous sommes toujours fidèles au poste pour une autre semaine consécutive. Et avant d'entamer l'épisode, comme toujours, et de manière très importante, surtout là, pour le premier segment qu'on va vous faire, là, je vais te laisser Gab faire le disclaimer de début d'épisode. Exact, j'en profite évidemment déjà pour vous remercier encore pour vos écoutes. Et n'oubliez pas évidemment que tout ce qu'on parle dans le podcast, euh, que ce soit d'ailleurs dans l'instant économie, le au son de la cloche, hein, vous le savez, tous nos segments, il ne s'agit que de notre opinion personnelle, il ne s'agit pas d'une recommandation officielle de placement. On invite toujours à prendre contact un expert si vous avez des questions sur votre situation personnelle. Seul un professionnel, on va dire, aussi certifié sera en mesure de pouvoir aussi établir avec vous les meilleures recommandations et les meilleures options pour vos finances personnelles. Euh, oui, effectivement, deux sujets qui ont été proposés par moi. Vous allez voir, ça n'a aucun rapport les deux, donc soyez pas surpris. Mais les deux sont un rapport quand même un peu avec l'actualité, donc je trouve que ça faisait un peu du lien, en tout cas avec les news qui me tombent parfois chaque semaine, puis des fois j'ai de l'inspiration ou non. Donc en tout cas, merci à vous et je pense qu'on est prêt pour lancer l'épisode. Absolument. Donc, commençons sans force avec le au son de la cloche. Parfait. Donc, premier sujet, on en parle souvent. On a fait quelques épisodes, là, d'ailleurs, sur des cas spécifiques. Là. On peut vous parler et mettre un petit peu en primeur ou d'avance, là, discuter des IPO qui devraient avoir lieu en 2022. Encore une fois, la majorité, vous allez les voir, on va en présenter plusieurs compagnies. Il n'y a pas encore de date officielle de planifier. Là, on vous avait déjà, je crois, fait un épisode où on avait parlé un petit peu plus largement du processus qui amène là, un premier appel public à l'épargne. Donc, on va vous parler un peu des compagnies qui sont assez intéressantes. Là. Vous allez le voir, et je pense qu'on en avait parlé. Là. On est un peu de retour au hype des IPO, là, comme on l'avait à l'époque, là, le fait d'avoir des compagnies qui décident de se lister pour la première fois, qui sont encore une fois moussées là, dans le secteur financier là, de manière assez majeure et qui, vous allez le voir assez vite, là, ont des évaluations au final une fois que l'appel public a eu lieu, qui sont assez faramineuses et surtout, et on le rappelle, c'est ce qu'on oublie, c'est qu'un IPO, c'est pas seulement, ok, la première fois, ça a été listé à combien et c'était quoi le cours final après la première journée de listing, là. C'est souvent de voir, ben, maintenant, cette compagnie-là doit répondre à des actionnaires, doit répondre au marché, et c'est là souvent dans les mois subséquents, et on va vous donner des exemples vers la fin de ce segment-là, là, de compagnies qui étaient toutes un peu comme celle qu'on va vous présenter aujourd'hui, moussé de manière énorme en vue de l'année 2021, mais que leur performance depuis leur IPO a été là, bien en deçà, on doit le soulever. Donc, je sais pas, Gab, si tu veux peut-être entamer avec une ou deux là, que tu appréciais particulièrement, là, que tu avais proposé là, avec peut-être la première là, qui est Stripe, là, qui est probablement. Alors qu'une fois, il y a beaucoup de guillemets que je fais dans les airs présentement, comme toujours là, en le mentionnant, là, mais qui est supposé être le IPO de l'année, qui est un peu aussi, à mon avis, le retour de Silicon Valley. Là. On parle d'une compagnie basée à San Francisco, là, donc il y a quand même un peu de retour des technos de Silicon Valley qui vient tomber autour de la compagnie Stripe. Ouais, alors n'oublions pas aussi qu'avant, on précise bien pour ces IPO-là, toutes les évaluations qu'on va prendre en compte sont basées évidemment sur la dernière ronde de financement, hein. Absolument. Étant donné que l'évaluation elle va être déterminée en fait par le marché en fait le jour où, en tout cas quand le processus en tout cas de IPO sera plus avancé. On le sait d'ailleurs dans la période du roadshow, bah, c'est là à ce moment-là que le prix de l'action au moment du IPO est déterminé. Puis ensuite souvent ce qui arrive c'est que le jour de l'IPO le prix de l'action, bah, si tout se passe bien, augmente aussi. Donc, ce qui fait que, bon, tant pis, tu as levé un peu moins de sous, tout en dealant, en dealant peut-être un peu moins aussi. Donc, c'est le marché qui détermine l'évaluation. Tu vois, Stripe, à leur dernière ronde de financement, avait été estimé, en fait, à partir des montants qui ont été fondés dessus, à 95 milliards de dollars, ce qui est évidemment énorme. On sait que le milieu des fintech, on en avait déjà énormément parlé dans le podcast, est vraiment très attirant pour les investisseurs. On voit de plus en plus, en tout cas, de compagnies qui comptent révolutionner et changer un secteur très traditionnel, le secteur bancaire, hein, tel qu'on le connaît. Euh,
On sait que c'est principalement dû, en tout cas, à l'arrivée de nouvelles technologies, mais surtout du smartphone, je dirais, puis les technologies comme par exemple le paiement sans contact, les paiements par Internet aussi, qui sont de plus en plus populaires. On le voit en sortie de pandémie. Enfin, c'est ça qui me fait rire, c'est que ça fait 2 ans qu'on dit ça, mais là, on est peut-être en sortie finalement là, de cette période-là. Là, mais bon, tu vois quand même qu'il y a eu une augmentation énorme des transactions, en tout cas par Internet, de e-commerce. Et ce qui fait que Stripe a évidemment un avantage compétitif. Alors rappelons, Stripe, c'est une compagnie qui fait du payment processing. Donc, ils n'émettent pas de cartes comme par exemple le faisait Square, par exemple, où ils ne font pas du terminal de paiement. Eux, ce qu'ils font, c'est de la transaction, et essentiellement de la transaction web, en fait. Donc, c'est un outil qui permet d'être intégré des paiements très facilement sur n'importe quel site internet. On sait qu'ils ont été assez populaires sur les petites boutiques, comme par exemple les boutiques sont powered par Shopify, qui est une autre plateforme qui a connu aussi un roller coaster au niveau de son prix de l'action, là, donc, qui est une entreprise canadienne pour le coup, Cocorico. Stripe est basé aux États-Unis. Il y avait déjà eu des rumeurs assez tôt en fait d'un achat par Visa qui voyait vraiment l'intérêt de cette technologie, de leur ajouter en fait dans le portefeuille énorme de Visa, là, qui est une boîte évidemment encore plus grosse. Là. Je veux dire, c'est beaucoup plus gros. Évidemment, Visa, souvent c'est le plus gros qui achète les plus petits. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne sur la street, même si parfois c'est l'effet contraire. Enfin, on parlera pas trop en détail. Mais tu vois, je trouve que Stripe a un vrai avantage compétitif, c'est que c'est surtout sur le paiement mobile. Ça aurait été un des premiers à faire une interface en quelques lignes de code, très facile d'implémenter, des frais aussi qui sont, je crois, assez compétitifs et qui permettent, c'est ça, à n'importe quel Gugus d'accepter des paiements sur sa mini-boutique ou sur son Shopify, etc. Donc, ce qui fait que c'est un outil privilégié pour de nombreux entrepreneurs. Puis tu vois, je sais que Stripe aussi, au-delà de ça, ont essayé de diversifier un peu leur business model au-delà, si tu veux, du paiement. Je sais qu'ils ont par exemple un service qui s'appelle Atlas, qui te permet d'ouvrir ta propre entreprise, des services aussi de facturation en ligne. Ils sont comment en train de transformer aussi, d'ouvrir au service de TPE, donc de terminal de paiement pour les entreprises. Donc comme le fait Square, donc ils commencent à jouer dans la même cour. Commencer aussi des services au niveau de payroll, de taxes, etc. Qui fait que, en gros, la gestion d'une entreprise est plus facile et je pense que c'est un outil qui est assez intéressant. De là à ce que ça vale 95 milliards, je trouve ça évidemment beaucoup. Là. Évidemment, c'est des chiffres qui dépassent nous, notre échelle en tant que petit merdeux. Tu m'excuses pour le terme un peu vulgaire, mais c'est un peu ça. À notre échelle, ça paraît énorme, mais pourtant, c'est évidemment une industrie qui est vouée évidemment à transformer même le paiement tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui est même parfois, tu vois de plus en plus, même dans les boutiques, on a de moins en moins d'argent comptant. Moi, j'ai le souvenir quand j'étais, en tout cas beaucoup plus jeune, tout le monde était plutôt avec de l'argent cash, etc. Et aujourd'hui, ça a quasiment disparu, tu vois, même pour des petits achats, des micros achats, maintenant, on est tout par la carte, etc. Et why Exact. not? Je pense que Stripe était, on le présentait en premier aussi parce que, bon, comme on l'a dit, c'est à peu près milieu 2022 là, que le IPO devrait avoir lieu, mais c'était aussi celui, comme tu l'as dit, qui a l'évaluation là, pour 2022 dans ce qu'on va vous parler aujourd'hui, qui est la plus élevée. Le point qui est embêtant, puis ça m'amène un peu vers le deuxième aussi, c'est exactement ça. Dans le domaine des technos, on sait que plusieurs personnes soulevaient le fait que l'industrie, présentement, le secteur, avait peut-être une bulle déjà au niveau des technos. En plus qu'on parle de compagnies dans le e-commerce, qu'on sait qu'il y a eu une énorme utilisation, leurs chiffres sont énormément gonflés parce que c'est passé durant la pandémie, mais quelle va être l'ère post-pandémie pour ces compagnies-là? Donc, le secteur peut être un peu gonflé. Les revenus des compagnies qui sont privées, qui veulent devenir publiques, peuvent également être un peu gonflés. Donc, c'est ça qui est très embêtant avec ce genre d'IPO-là. C'est effectivement, ça devient là, des méga IPO. Ça devient dans les listes là, des top 25 plus gros IPO, par exemple, aux États-Unis, dès que ça devient listé présentement, et Stripe en fait partie. Ça amène un peu ces inquiétudes, comme on l'a dit, sur quels vont être les résultats par la suite de cette compagnie-là, sachant qu'il y a, comme tu l'as soulevé, tu en as nommé quelques-unes, énormément d'alternatives. C'est pas un domaine que les paiements électroniques où il y a seulement 2-3 joueurs. Là. Donc c'est là où il y aura quand même un intérêt à suivre ce que Stripe va faire en termes de performance, si on parle de ça, là, comme on le dit, si c'est vers le milieu de l'année, quelle va être la performance pour les derniers 6 mois d'ici la fin 2022, ça va être assez intéressant à suivre. On pourra peut-être même en faire, étant donné que c'est un énorme IPO qui devrait s'en venir. On pourrait faire un segment subséquent là, dans des épisodes à venir d'ici la fin de l'année.
Deuxième compagnie qu'on avait pour vous, c'est la compagnie Klarna, une compagnie suédoise, donc aussi un IPO qui devrait avoir lieu dans le milieu 2022. L'évaluation toujours basée, là, comme Gab l'a dit, sur le financement à peu près 46 milliards présentement. C'est une compagnie qui aussi fait dans le domaine du commerce, là, c'est du bon vieux en anglais, du buy now, pay later, donc acheter maintenant, payer plus tard, qui vont faire là, du financement sur tout type d'achat, que ce soit des petits achats ou des gros achats. Encore une fois, c'est ce qui est intéressant avec cette compagnie-là, c'est leur plus grande disponibilité, si on peut dire, de financement, peu importe le montant d'achat qui est fait. Cette compagnie-là, un peu comme on l'a dit, là, a eu, si je ne me trompe pas, là, les revenus étaient records en 2020, bien évidemment, pandémie l'oblige. Les achats en ligne ont été quelque chose d'extrêmement utile. Je crois que c'est une compagnie qui se porte encore une fois relativement bien présentement. Là. On s'entend que du buy now, pay later dans un contexte inflationniste, c'est également un business model qui se prête quand même assez bien à ce qui se passe présentement au niveau des marchés. Donc j'avoue que cette compagnie-là est quand même assez intéressante encore une fois sur l'axe d'un IPO initial encore une fois. Ce qui m'inquiète, et c'est un peu ça, et je crois même que la troisième est un peu dans la même lignée, là, mais c'est beaucoup la performance par la suite, comme on l'a dit. Je serais, encore une fois, ça c'est purement mon opinion, là, mais si on compare les deux premiers qu'on a parlé entre Stripe et Klarna en mode dans une ère post-pandémie avec inflation, je crois que Klarna a quand même une capacité de peut-être avoir une performance qui se porte peut-être mieux, à mon avis, une fois que l'IPO aura lieu, bien évidemment, tout dépendant de où est-ce que va être le premier coup avec le cours initial. Donc ça va être à suivre, mais encore une fois, c'est vraiment cet axe-là. Il y a beaucoup de hype, il y a beaucoup de belles performances, de beaux revenus dans cette compagnie-là. Mais encore une fois, les preuves que la performance peut se maintenir et que justement le hype qui entoure ce IPO-là peut se convertir dans une performance adéquate pour les actionnaires. Il y a quand même quelques doutes qu'on peut avoir là-dessus, à mon avis, relativement clairement. Si tu le permets, JP, moi, un autre point aussi qui m'inquiète en fait dans cette industrie, en fait, il y en a deux. Le problème, c'est le premier, pardon, c'est le fait qu'il y ait énormément de compétiteurs et ces derniers se sont tous cassés la gueule, tu l'as dit, hein, tu vois. Je crois que leur plus gros compétiteur, en tout cas aux États-Unis, ça s'appelle Affirm. C'est une boîte qui fait dans ce segment qu'on appelle du buy now, pay later, hein, comme tu l'as bien dit. Puis cette action-là, c'est vraiment cassé la gueule depuis qu'elle est en bourse, en fait. Et donc, je trouve qu'elle n'a pas vraiment démontré, si tu veux, sa pertinence, si tu veux. Je pense qu'il y a aussi une inquiétude aussi plus généralement de la part des régulateurs en fait par rapport à ces nouvelles sociétés de microcrédit parce qu'elles n'ont pas les mêmes régulations on va dire que les banques traditionnelles qui doivent par exemple quand tu signes un contrat de prêt t'indiquer dans des traits et dans des contrats qui sont souvent standardisés toutes des indications sur combien va te coûter ton prêt, qu'est-ce qui arrive si tu fais défaut de paiement, etc. Ce genre de choses. Chose que n'a pas le microcrédit. Hein. Tu as vu, en quelques instants, tu peux. Regarde, moi, j'en ai fait un assez récemment, tu vois, un achat en 6 mois, là, tu vois. Je suis acheté tiens, tu vois, les auditeurs savent tout sur ma vie, là, mais tu vois, je me suis acheté récemment une nouvelle télé. Bon, bah, tu vois, il me donne l'option de le payer sans frais en 12 fois. Bon, tu vois, ça te coûte rien. Je pense que le deal peut être intéressant pour éviter de payer tout d'un coup, là. Je pense que tu vois, ça fait du sens. Et souvent, c'est ce qu'attire en fait beaucoup de gens à faire cette offre-là, surtout si c'est gratuit. Par contre, c'est que si tu fais défaut de paiement, en revanche, c'est que si tu ne payes pas, ben là, tu vas avoir des intérêts qui vont commencer à courir. Et c'est là que le jeu vicieux, si tu veux, de ces sociétés de microcrédit fonctionne. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'ils font de l'argent. C'est pas avec des clients comme toi qui vont faire de l'argent. Même s'ils vont tirer une petite commission de la part du site marchand, ils savent que le 99% des gens vont repayer, sont des gens honnêtes, puis ils travaillent fort et ils veulent repayer leurs prêts. Mais c'est avec les 1% délinquants qui vont être en retard si tu veux que tu vas faire ton argent. D'ailleurs, les banques, c'est malheureux, mais les cartes de crédit fonctionnent comme ça. Tous les prêts à la consommation, ils fonctionnent comme ça. C'est pour ça que ça coûte aussi cher aussi. Donc, c'est une des raisons aussi pour laquelle cette industrie a eu beaucoup de hype. Et le fait que maintenant, tu puisses avoir des technologies qui permettent de faire de la vérification de crédit instantanée, donc d'aller vérifier des antécédents d'un client auprès de bases de données reconnues. On le sait que nous, en Amérique du Nord, on a le fameux rapport Equifax là, qui existe, ou TransUnion, bref, toutes ces sociétés on va dire, de reporting de crédit qui existent et qui permettent d'avoir accès tu vois, en quelques instants à la solvabilité d'un client sans prendre de décision très visionnaire, tu vois. Donc, je pense que c'est un des arguments pour lesquels qu'on popularisé, si tu veux, ces sociétés-là. Et c'est vrai que là, les régulateurs se disent, bon, ces gens-là, ils devraient quand même avoir des conditions par rapport au taux maximal qu'ils sont prêts à charger aux clients, d'indiquer sur des lettres très précises combien coûte et qu'est-ce qui arrive.
Alors que souvent, toi, tu as tendance, tu vois, en quelques instants à cliquer sans regarder et puis sans, évidemment, Exactement, valider. et comme tu dis, c'est un peu avec la réglementation un peu plus laxiste par rapport à ces compagnies-là, justement, qu'ils vont faire leur business avec les personnes qui vont mal payer. Et souvent, c'est l'absence de disponibilité d'informations faciles qui peut aussi causer, encore une fois, peut-être 10% de personnes qui vont avoir des délais dans leur repaiement. Je voudrais que tu me passes la balle au rebond pour le troisième qu'on voulait parler, là, qui est la compagnie Chime, qui est un IPO qui devrait avoir lieu, je crois, au début du printemps. Donc, ça arrive extrêmement vite là, avec le changement d'heure qui est officiellement réglé. Évaluation là, actuelle, on parle de 40 milliards de dollars. Et Chime, pourquoi est-ce qu'on dit ça? Compagnie, encore une fois, c'est une banque en ligne un peu low cost. C'est un peu la trame, et vous allez le voir, là, on parle beaucoup de en ligne. Ça, c'est un peu toujours le cas qui dit IPO qui sont hyper popularisés. C'est souvent des IPO liés au e-commerce, mais aussi, vous allez le voir, on parle pour l'instant de 3 industries différentes pour les 3 premiers, mais qui sont toutes hyper compétitives. Et j'ai le même problème avec Chime. Très intéressant comme compagnie à la base sur le fait que ils vont, je pense que c'est Goldman Sachs qui lead leur IPO, là, qui met un certain poids, si on peut dire, dans la... Ce qui est assez drôle d'ailleurs au passant, parce que Goldman Sachs a exactement le compétiteur type de Chime, mais je te laisse terminer. Exact, mais en fait, moi, je trouve que ça ajoute le fait d'avoir justement cette compagnie-là, ça ajoute un certain poids, encore une fois, de légitimité au niveau de de la compagnie. Est-ce que ça cache à un certain point, dans quelques années, une éventuelle fusion-acquisition? Ça, on ne s'avance pas, là, on est rendu très loin dans le futur, on s'entend. Mais encore une fois, cette compagnie-là, là, moi, c'est un petit peu ça. C'est avec les environnements dans lesquels on a connu, pour lesquels les taux d'intérêt étaient extrêmement bas, et on le disait souvent, là, les espèces de banques low cost, là, tu sais, Gab et moi, on aurait pu décider de se mettre une soirée, de partir un credit union au Vermont, puis d'avoir juste une app en ligne, puis de faire des prêts qui coûtent à peu près rien. Malheureusement, on dirait que surtout dans le contexte américain, malgré le fait que oui, être une banque en ligne comme les Chime par rapport à ce qu'on parlait de Klarna, là, le fait d'avoir cette ligne-là fait en sorte que oui, la réglementation est quand même assez majeure, mais je trouve que c'est une compagnie qui, oui, peut bien paraître, mais des IPO de banque en ligne, moi j'ai toujours un peu de crainte liée à ça, encore une fois, comme tu l'as dit, liés aux concurrents notoires qui sont des indépendants ou bien aux concurrents notoires qui sont des sociétés affiliées à des grandes banques américaines. Parce qu'on s'entend que s'il y a quelque chose qui tient aux États-Unis, c'est les grandes banques, et au niveau du e-commerce, qu'est-ce qui devrait tenir selon moi, c'est les compagnies affiliées aux grandes banques principalement. Donc j'ai toujours peur de ces espèces de petits fleurons qui sortent un petit peu, encore une fois, de la Silicon Valley avec soi-disant des technologies nouvelles ou encore une fois un service en ligne qui est plus efficient ou encore une fois des meilleurs taux, etc. Je trouve que c'est toujours un peu du next best thing, comme on dit si bien en anglais, là, et qu'au final, un IPO après l'autre, on dirait que, encore une fois, c'est beaucoup de sous, beaucoup de valuation qui arrivent après le IPO pour des résultats par la suite qui vont juste être en compétition avec des centaines et des centaines et des centaines d'alternatives de banques en ligne, tout aussi grosses, et tout ça pour, encore une fois, une base de clients qui n'est pas si énorme que ça, parce que la C'est majorité vrai. du client américain moyen va être quelqu'un qui va être très à l'aise avec les services bancaires en ligne d'une banque qui a pignon sur rue. Je ne crois pas que la finance, encore à ce jour, et on est des jeunes pros, mais personnellement, je ne suis pas le genre de personne qui va faire des tours en agence très fréquemment, mais est-ce que le fait d'avoir une agence disponible me rappelle quand même sur le fait que si j'ai un besoin X pour un sujet qui est aussi possible d'irritant que mes finances personnelles, je pense que j'aime bien avoir un pignon sur rue. Donc c'est là où je crois que, encore une fois, le bassin est tellement minime, encore une fois, est tellement axé sur une compétition entre des compagnies 100% en ligne et des compagnies qui font un peu des deux, mais qui ont pignon sur rue, que je me dis, il n'y a pas tant de gains. Je vois pas nécessairement une croissance épouvantable sur une compagnie comme Chime ou comme toutes les banques en ligne affiliées e-commerce qui ont fait un IPO dans les dernières années. On dirait que je me dis, la croissance, ça devient rapidement soit un peu une forme de blue chip, une compagnie qui va avoir une croissance annuelle très faible, digne du secteur bancaire, mais sans plus, ce qui est un peu embêtant quand c'est supposément des compagnies qui apportent une technologie un peu révolutionnaire ou un service qui est vraiment digne de mention en termes électroniques. À mon avis, ça devient du pari au même et beaucoup trop compétitif comme secteur. Non, c'est vrai, et puis c'est un secteur aussi où, tu l'as bien dit, la croissance est un peu... est toujours très compliquée, même si, bon, on sait que souvent les banques augmentent leur marge nette d'intérêt, si tu veux, quand les taux remontent, les taux directeurs plus généralement. Là, donc c'est vrai que c'est peut-être une nouvelle bouffée d'air frais. En revanche, c'est pareil, je vois énormément, même trop de compétition, je te dirais, pour Chime. Évidemment, là, on va pas faire une analyse financière complète, là, c'est pas le but aujourd'hui de l'exercice pour ce segment-là, en tout cas. Euh, mais c'est vrai que Chime, de ce que je comprends, encore une fois, à prendre avec des pincettes, parce que je connais pas le produit à 100%. J'avais lu un peu dessus, en fait, avant qu'on travaille sur les notes JP, là, mais
Chime, à mon souvenir, se target vraiment des clients, si tu veux, qui ne sont pas éligibles en fait à avoir un compte bancaire. Donc souvent, c'est des gens qui sont sous-bancarisés. On sait que les États-Unis sont aussi un des pays les plus sous-bancarisés de l'OCDE pour une raison très simple, c'est que souvent, c'est des gens qui ont soit tout simplement pas le coefficient intellectuel d'avoir un compte en banque. Tu m'excuses pour le jugement de valeur, mais c'est bête, mais c'est un peu comme ça parfois. Soit des gens, je te dirais, qui aussi ont été habitués, si tu veux, à utiliser de l'argent de manière physique, donc avec des billets de banque, etc. À faire, par exemple, des chèques bancaires, par exemple, quand c'était le cas, par exemple, pour payer des factures, etc., pour envoyer de l'argent. Et Chime est plus sur ce segment-là, si tu veux, des gens sous-bancarisés. On sait qu'ils ont même des services, tu vois, par exemple, de microcrédit, mais surtout de cartes pour reconstruire ton crédit. Donc justement, si ton rapport Equifax dont on a parlé est complètement dégueulasse, ben, ils peuvent t'aider, si tu veux, avec une carte à reconstruire ton crédit. Donc si tu veux, c'est plus pour des gens comme ça que je vois ce produit-là. Évidemment, ils viennent avec assez peu d'innovation. Donc tu sais, par exemple, la possibilité d'arrondir les montants. Là, je veux dire, maintenant, toutes les banques le font. D'ailleurs, j'ai du mal à voir l'intérêt, mais bon, ça c'est plus un jugement de valeur, encore une fois, là, tu vois. C'est un peu c'est un peu, comment dire, dans la même ligne que la plupart des services bancaires traditionnels. Et je dois t'avouer, et c'est pas parce que je suis biaisé, vous le savez, j'ai travaillé en tout cas en banque, j'étais conseiller financier avant, donc vous le savez, je vous l'ai raconté 50 fois. Euh, mais c'est vrai que ça sert parfois d'aller en succursale. Et plus Mhm. souvent que ça, tu n'y penses. C'est con, hein, mais l'autre fois, je sais pas, j'avais des billets, putain, j'étais chanceux, là, tu vois. J'avais des billets qui traînaient dans ma poche. Et je déteste ça, avoir de l'argent cash. Comme je vous l'ai dit, ça fait des années que j'en utilise pas, à part chez le coiffeur, ou sur ce genre de truc où tu payes au black, là, on va pas se le cacher, là. Euh, et ce qui fait que bon, t'es à la poche, tu te dis, putain, j'aimerais bien le redéposer sur mon compte. Et tu vois, quand t'as une succursale, c'est pratique. Tu vois, t'as juste à passer, t'as un chèque à déposer ou t'as besoin de faire un retrait important. Bah, tu vois, t'as toujours une succursale qui est quand même proche de chez toi et c'est quand même assez pratique quand même quand on y pense. C'est con, mais tu vois, l'autre fois, bon, ça t'arrive quand même pas souvent non plus, mais quand j'ai acheté ma voiture par exemple, j'ai besoin de faire un retrait, si tu veux, important et un gros montant, ou par exemple d'avoir demandé un chèque de banque, bah, c'est bien pratique d'avoir ta succursale qui en quelques minutes est capable de te le sortir, ton chèque de banque, ou ta traite bancaire, comme on appelle ici. En quelques minutes, ils peuvent te le sortir, tu vois, bien pratique. Tu vois, et c'est malheureux, ça emploie aussi des gens physiquement, tu vois, il y a des gens aussi, des clients qui sont un peu plus âgés, tu vois, et je sais pas comment ils feraient, si tu veux, sans personne physique qui est là pour les assister, pour retirer des sous, pour faire des transactions, aussi pour d'avoir ce côté humain, si tu veux. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on oublie de plus en plus aujourd'hui, l'aspect humain des choses, et qui fait Exact. que moi, par exemple, personnellement, si jamais ça me coûte trop cher, oui, peut-être que j'irai dans une banque en ligne, mais ça n'empêche que c'est toujours cool d'avoir un compte quand même, entre guillemets, professionnel, là, tu m'excuses, hein, mais Ben exact. Tu sais, je régulier. pense que ce point-là, c'est un peu l'épée de Damoclès qui va toujours être au-dessus du secteur des banques à 100% en ligne. Je crois que ce débat-là n'existait d'une génération à l'autre, ça ne changera absolument pas parce qu'à un certain point, Gab, on va être des petits vieux qui n'auront pas le goût d'utiliser notre iPhone pour faire nos transactions en ligne. Donc je crois que c'est toute génération confondue. Les banques 100% en ligne vont être appelées encore une fois à avoir un astérix d'ici à peut-être qu'il y ait une grande transition, mais ça m'étonnerait là, effectivement que ça se produise, d'où encore une fois le bémol sur ce IPO et des IPO similaires dans le futur. Il nous en reste deux là, à couvrir, qui sont peut-être en termes d'évaluation actuelle, sont effectivement quatrième et cinquième selon le classement qu'on vous a fait aujourd'hui, mais sont probablement les deux compagnies qui ont le plus de hype pour encore une fois, la communauté là, un peu liée à des réseaux sociaux, donc ça a des noms un petit peu plus connus. Le premier étant Discord, bien évidemment, donc milieu 2022 aussi pour la date potentielle du IPO, une évaluation actuelle à 17 milliards. Je pense que Discord est assez connu, on n'a pas besoin tant que ça de rentrer dans les détails. Discord quand même avait eu là, des discussions, si je me souviens bien, avec Microsoft là, dans le but d'une potentielle acquisition qui finalement a chopé, là, on parlait de 10 milliards de dollars à l'époque. Discord, personnellement, j'apprécie beaucoup la compagnie. Là, on en avait déjà parlé. Là, tout le domaine du gaming est en énorme effervescence présentement et ça amène avec ces fameuses compagnies de gaming-là, avec ces fameuses organisations de gaming ou peu importe, là, et les Activision de ce monde, comme vous en avez parlé, là, qui font des jeux vidéo, ça apporte également beaucoup
de compagnies secondaires dans le monde de la communication instantanée, et Discord en fait partie, on s'entend, il faut pas être... faut vivre un peu sur une roche pour ne pas connaître un peu le monde de Twitch ou le monde de YouTube Gaming ou de Facebook Gaming, dans lequel le point clé de communication entre vos streamers par excellence que vous pouvez écouter se fait par Discord. Donc, il y a un peu une forme de pub gratuite pour cette compagnie-là qui existe dans l'utilisation massive par des énormes personnalités du monde du streaming et qui, au final, déteint sur la communication avec, entre particuliers ou entre personnes, de personne à personne. Donc, il y a une utilisation, il y a une croissance quand même assez notoire aussi des utilisateurs. Là, on parle de 140 millions d'utilisateurs par mois présentement, des revenus là, de 130 millions en 2020. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant à mon avis en termes de IPO, encore une fois, pas pour une évaluation qui est énorme, parce que bien évidemment, comme tous médias sociaux, à part les revenus liés à la gestion du data et à la limite le publicitaire, c'est pas quelque chose qui va entraîner, encore une fois, là, des revenus dignes de Chime, comme vous a parlé au précédent, ou de tout ce qui est dans le domaine du e-commerce ou des banques en ligne, là. Mais encore une fois, un intérêt quand même assez notoire, surtout pour l'emploi de cette compagnie-là, qui va amener, comme tout IPO d'une compagnie qui a un nom assez notoire, un espèce de petit boost juste lié à la notoriété du nom. On ne se cachera pas, là, c'est pas seulement l'évaluation papier et quantitative qui compte lorsque une compagnie a un nom notoire, là, il y a le quali rentre en ligne de compte. Donc Discord là, a noté quand même pour un IPO et pour une compagnie qui existe depuis quand même assez longtemps aussi, il faut le dire, malgré tout, et qui était toujours privée, là. Ouais, puis c'est une compagnie que j'aime beaucoup, hein, personnellement, donc ça va me faire plaisir aussi de pouvoir investir aussi dedans. Évidemment, encore une fois, vous le savez, c'est pas une recommandation, on le répétera jamais assez, mais euh, c'est une des rares applications d'ailleurs que j'ouvre tous les jours, si tu veux, et c'est assez fou, tu vois. Ces derniers temps, bah, avec l'Ukraine, c'est un peu particulier, là, c'est Twitter et Discord tous les jours, tu vois. Je trouve que c'est une messagerie qui est vraiment géniale, si tu veux, et je trouve qu'elle est sous-évaluée à son potentiel, tu vois. Elle peut être, oui, elle est très utilisée dans le milieu du gaming, mais je trouve qu'elle est hyper intéressante, tu vois, même avec tes potes, etc. C'est vraiment une Mhm. appli géniale, tu vois. Moi, je suis sur plusieurs serveurs, en tout cas, et en tout cas, c'est bien cool, tu vois. Tu peux discuter, envoyer des messages. Même le service de vocal est très très bon, tu vois. À l'époque, j'avais le souvenir, si peut-être les vieux de la veille se souviennent, mais les TeamViewer, je crois que c'était les TeamSpeak. Avec TeamSpeak, c'était bon à l'époque, puis Skype, c'était dégueulasse. Et si tu veux, on a retrouvé ce côté-là avec Discord, avec le fait que maintenant tu peux même streamer sur Discord. Tu peux euh, faire par exemple des lives Twitch, mais mettre ta communauté qu'ils envoient par Discord, tu vois. Tu peux vraiment faire des serveurs, par exemple, booster un serveur pour qu'il y ait plus de fonctionnalités dessus. Euh, Bref, ce qui est assez drôle, les derniers points, avant de te passer la balle sur le dernier stock qu'on a choisi aujourd'hui. Euh, Ce que je trouve assez marrant, c'est ça avec Discord, c'est qu'ils ne mettent vraiment pas d'emphase, tu sais, sur leurs revenus pour le moment. Je pense qu'ils Mhm. n'ont pas, ils ont pas prévu de monétisation, on va dire, agressive, tu vois. Il y a pas beaucoup de pubs en fait aux dernières nouvelles dessus, même quasiment, je crois, aucun aux dernières nouvelles. Après, c'est peut-être à cause de moi parce que j'ai un bloqueur de pub, là, mais euh, Mais je c'est dois- conséquent avec les revenus discutés, du 130 millions en 2020, c'est pas non plus, c'est pas incroyable en non, termes c'est voilà. C'est même rien, et je pense que c'est principalement les boosts de serveurs qui permettent les espèces de monnaie que tu peux acheter dessus, là, mais qui est totalement optionnel. Je veux dire, tu peux utiliser Discord très bien sans mettre ça. Tu peux même avoir des channels, je crois, à 20 personnes. Je veux dire, c'est vraiment cool, tu vois. Euh, Rejoindre aussi le serveur de ta communauté, etc., de ton école, tu vois, moi c'est mon cas. Euh, et sans payer. Tu as même le système, je crois, de premium aussi, qui est vraiment totalement optionnel. Je veux dire, tu peux très bien, bien utiliser Discord sans payer. Et je trouve que ça, c'est vraiment cool par rapport à des compétiteurs, comme par exemple comme WhatsApp. Là, à chaque fois, moi, les discussions, par exemple, avec l'école, tu vois, c'est par WhatsApp et ça m'insupporte, tu vois. C'est mal organisé, c'est mal structuré. Mais c'est vrai que c'est plus pratique, par exemple, sur le téléphone. Mais je trouve que Discord a vraiment une meilleure interface. Tu peux mettre des channels, etc. En tout cas, tu peux mettre des hashtags, etc. Ce qui fait que c'est beaucoup plus agréable, si tu veux, à lire effectivement dessus. Un peu comme tu vois, un Slack ou un Teams. En fait, je le comparerais beaucoup plus à ces entreprises-là, tu vois, Discord en termes de vraiment plein potentiel. Et je trouve qu'on a exploité aujourd'hui que 10% des capacités de Discord, en sachant qu'ils peuvent avoir des intégrations, par exemple dans le milieu du travail, tu vois.
Ça pourrait être intéressant comme messagerie. Je trouve qu'ils sont très avancés là-dessus. Euh, voilà, de côté réseau social, je trouve qu'il n'est pas encore très développé, tu veux. Par exemple, d'avoir un feed ou par exemple de suivre des gens comme tu peux le faire par exemple sur Telegram, tu vois, qui est un autre compétiteur qui peut être intéressant à regarder. Mais bon, tu vois, c'est des idées en l'air, mais je trouve que c'est une très belle compagnie. Moi, j'aime beaucoup personnellement Discord. Absolument. Non, idem, idem. Et la dernière, encore une fois, et non la moindre, là, qui est la cinquième, qui, encore une fois, je crois qu'on peut la faire rapidement. On en avait déjà fait des épisodes pour des raisons que vous allez vous souvenir assez rapidement au début de l'année 2021. Donc, il y a Reddit également, qui est aussi le printemps 2022. On n'a pas encore de date officielle. Le printemps arrive, comme on l'a dit, mais il n'y a pas encore rien de fixé. On parle d'une évaluation actuelle à 15 milliards de dollars US. Reddit, on s'entend, et moi, encore une fois, bon, un peu dans la même logique, je crois que les utilisateurs parlent quand même pour eux-mêmes. Le Reddit se porte quand même assez bien en termes de croissance d'utilisateurs. Mon problème avec Reddit reste toujours, et ça va faire la passe assez vite vers le dernier point que je veux faire là, avant de passer au second segment. Là. C'est un site de communication et la liberté d'expression est très importante, mais le IPO de Reddit va encore une fois être directement marqué avec ce qui peut se passer aussi dans la fameuse effervescence boursière que Reddit a un peu engrangée avec les Wall Street Bets. Là. Donc, moi, c'est quelque chose que je mets avec un énorme astérix parce que cette compagnie-là, et c'est en fait ce réseau social-là, entre guillemets, était à la base justement là, du fameux pump and dump là, de plusieurs stocks qui, on le rappellera, ne l'auraient pas eu, n'auraient jamais dû l'être. Donc, est-ce qu'il va y avoir une espèce de ralliement, encore une fois, social qui est, encore une fois, n'est pas problématique en soi parce qu'il n'est pas contre la loi, on le rappellera, là, on en avait parlé à l'époque avec les fameuses compagnies qui ont évolué là, comme GameStop. Mais encore une fois, ça m'amène un petit doute sur ce IPO-là, là, de vraiment porter une bonne attention sur ce qui va se produire en termes de résultats et en termes de croissance parce que c'est quelque chose qui, encore une fois, selon moi, et c'est purement mon opinion, là, mais pourrait être prône à une forme de pump and dump, encore une fois, là, étant donné que c'était le vecteur clé des Wall Street Bets. Donc, encore une fois, c'est ce qui est un peu triste. Je trouve ça triste pour des compagnies comme Reddit qui, encore une fois, ont des fondamentaux, mais pourraient effectivement là, vivre une entrée publique en haut et en bas, là, encore une fois, liées, encore une fois, à des choses qui ne sont pas du tout liées à du rationnel et à du fondamental. Il y a un peu cet aspect-là qui m'inquiète. Après, pas lié non plus directement à Reddit, parce qu'on sait que Reddit, Exact. c'est plus la... En tout cas, moi j'aime beaucoup personnellement Reddit. C'est d'ailleurs un des rares réseaux sociaux, pareil, que je consulte souvent, je te dirais. Et je trouve que le contenu est soit de très bonne qualité, je te dirais, soit très drôle aussi. On sait que il y a ce côté un peu troll. Tu vois, je suis très de la culture troll, Certes. etc. 4chan, j'adore, je trouve ça très drôle. Bon, en tout cas, ça me fait rire, même si, bon, j'aimerais pas non plus être victime, si tu veux, des trolls de Reddit ou de 4chan. Euh, Tu vois, l'aspect communautaire, je trouvais très bien foutu, si tu veux, sur Reddit, avec les likes, etc. Et je te fais je pense même, je vous en avais parlé, tu sais, ça va être mon sujet de mémoire, donc je connais un peu, je connais pas mal de sites et je trouve ça assez marrant, tu sais, ce qu'on peut faire. Et tu vois, il y a un potentiel qui est assez, je trouve, énorme. Même si c'est vrai que cette communauté, elle n'est pas non plus, je pense pas qu'il y ait une croissance exponentielle du nombre d'utilisateurs de Reddit, même si bon, il y avait eu l'affaire Wall Street Bet, tout le monde commençait à se mettre à trader comme des malades sur Robinhood, etc. Ça s'est un peu ralenti, je pense, au niveau de la croissance des utilisateurs, mais la question, encore une fois, comme Discord d'ailleurs, c'est la même chose, c'est comment tu fais des revenus avec ce site-là. Oui, il y a la publicité, encore une fois, tu vas me dire, oui, il y a par exemple du AdSense, enfin tout ce genre de revenus. Oui, il y a le côté Reddit Premium aussi, qui est un petit abonnement pareil, qui est complètement optionnel. Et ça fait pas non plus, si tu veux, tourner une compagnie, si tu veux. Ça fait pas tourner une compagnie avec des dizaines d'employés, enfin je sais plus combien ils en ont aujourd'hui. Tout ça est une question qui est à poser. Et je pense qu'aujourd'hui, le modèle d'affaires de Reddit est assez malin parce que quand même les utilisateurs sont fidèles. Souvent, je pense qu'ils seraient prêts à payer, si tu veux, pour avoir du fun. Un 5 balles par mois, moi, ça me dérangerait pas, personnellement. Mais si ça venait à dépasser les 10 dollars comme la plupart des Netflix aujourd'hui, hein, je pense que les gens sont tannés de payer des dizaines d'abonnements aussi par mois. C'était fun à l'époque quand ça coûtait 10 piastres juste pour Netflix, pardon, pour juste avoir tous les films, etc. De l'année, c'est génial. Maintenant, quand tu vois que tu dois payer un abonnement par-ci, un abonnement par-là, le EA Games, le truc, c'est un peu pénible de se dire que tu dois rajouter un 5 dollars en plus par mois pour un contenu qui avant était gratuit. Donc bref,
je passe sur c'est ma période, ce sera ma minute troll, on va dire, dans ce segment du podcast là. Et je pense qu'on a Exact. fait. Ben exact. En fait, le dernier point que je voulais Oui, faire qui est extrêmement important, là, comme on l'a dit, on vous parlait de beaucoup d'événements qui auront lieu en 2022, mais ce qui est clé à noter, c'est toujours là, le fait, et on en a parlé très brièvement un petit peu par-ci par-là dans le segment, là, mais il faut faire attention aux IPO. Encore une fois, le hype qui entoure les IPO, et surtout quand les compagnies sont un peu comme on vous les a présentées, sont précisées comme étant des compagnies qu'on attend à avoir une bonne évaluation, il y a toujours ce risque-là. Là. Il y a un risque assez notoire à investir dans des IPO parce que, encore une fois, la performance n'est jamais garantie là, sur les mois, les semaines, les mois et les années à venir, bien évidemment, après le listing. Et pour vous montrer la preuve là, du risque lié au IPO et du hype qui peut entourer des IPO, si vous vous souvenez bien, en 2021, on a eu entre autres Rivian Automotive qui fait des véhicules électriques qui ont perdu 60% depuis leur IPO en novembre 2021. Robinhood, encore une fois un peu lié à ce qui était justement les Wall Street Bets, moins 67% depuis leur IPO de juillet 2021. Coinbase qui a perdu 47% depuis le IPO avril 2021 et Bumble comme autre exemple qui a perdu 74% depuis le IPO de février 2021. Donc, on vous l'avait dit, 2021 avait été une année assez notoire pour les IPO et pour le succès d'ailleurs des IPO. Mais vous voyez la performance quand même de compagnies IP, on se le cachera pas, là, de compagnies qui avaient des noms quand même assez notoires qui ont fait un premier Lyon rappel public électrique à aussi, l'époque. tous ces trucs. En fait, Absolument. tous ces trucs d'électrique aussi, pardon, de EV, là, c'est complètement Exact. craché, ouais. Donc le point vraiment de faire attention, c'est un peu ça la conclusion du segment. Là, c'est encore une fois, lisez là-dessus, intéressez-vous au IPO et au premier appel public à l'épargne, mais encore une fois, à prendre avec un grain de sel, il y a énormément d'espèces de boost au début d'un IPO et la performance n'est pas garantie dans les périodes à venir. Donc passons maintenant à notre deuxième segment, le place au débat. Parfait. Donc, un sujet, encore une fois, proposé par Gab et avec mon grand étonnement, je dois le dire. On veut vous parler du retour des expos. Plusieurs personnes viennent officiellement d'avoir des points d'interrogation dans les yeux de l'autre côté de l'Atlantique. Ouais, Les expos de Montréal, qui étaient, pour votre information, une équipe de baseball major. Et je le répète, ce n'est pas moi, le Canadien-Français, qui a soulevé ce sujet-là, mais bien Gab, le Franco-Français, qui a décidé de nous parler des expos de Montréal, mais une équipe qui a été fondée, là, pour vous donner une idée, en 1968. A déménagé là, à Washington en 2004 pour vous dans la culture populaire québécoise, les Expos de Montréal et le Canadien de Montréal. Le Canadien de Montréal étant dans le monde du hockey, toujours une équipe active d'ailleurs, et les Expos de Montréal qui ne le sont plus, c'était un peu les deux fleurons sportifs de Montréal, deux énormes fleurons culturels et d'identification, si on peut dire, de Montréal et du Québec plus largement. Le départ des expos a été un des plus grands chocs dans le monde sportif, culturel, sportif, tout élément de la société. Des politiciens en ont pleuré également, là, donc pour vous donner l'ampleur que cette équipe-là avait lorsqu'elle a quitté le raisonnement derrière, et par la suite, on pourra entamer la logique du sujet, là, mais le raisonnement derrière le départ des expos vers Washington était axé, bon, oui, sur les propriétaires, mais également sur le fait qu'on ne se le cachera pas, le baseball majeur est un sport très américanisé, mais qui implique là, des saisons d'à peu près 120, 130 matchs, je me souviens même plus. Là. 162 matchs. Encore pire, donc 162 matchs, et on s'entend à Montréal avec quand même des assistances qui étaient un petit peu, qui étaient rendues faibles. On a également la fameuse relique qui est le stade olympique pour ceux qui ont visité Montréal et qui ont atterri à Montréal-Trudeau. Vous le voyez si vous êtes assis à la gauche dans l'avion. C'est un beau morceau de béton qui d'ailleurs, Gab, nous y serons sous peu pour un événement sportif. On se le cachera pas, il y avait aussi un problème avec le stade, et qui dit dans le monde sportif partout dans le monde, mais particulièrement en Amérique du Nord, s'il n'y a pas assez d'assistance, si le publicitaire ne suit pas non plus, et si le stade est rendu vieux et n'a pas de plan de reconstruction adéquat, une équipe quitte, et c'est ce qui s'est produit avec les expos. Toutefois, et je te passe la parole à l'instant, Gab, depuis quelques années, on se le cachera pas, il y a eu énormément de discussions qui ont eu lieu entre un groupe montréalais d'hommes d'affaires, dont la famille Bromfin, et le commissaire le Manfred de la Major League Baseball pour regarder vers un retour des expos, que ce soit sur une forme d'un déménagement d'une équipe qui ne va pas très très bien, et ça, il y en a plusieurs aux États-Unis, que ce soit une expansion pour une toute nouvelle équipe, ou bien pour une garde partagée, qui était un scénario qui était jusqu'à tout récemment sur les planches. C'était ce qui était abordé. Donc le retour des expos, encore une fois, le retour de ce fleuron énorme culturel et sportif montréalais et québécois était en discussion, était encore une fois énormément attendu par la majorité des personnes qui sont plus de l'âge de nos parents. On se le cachera pas, là, je ne suis pas un énorme fan des expos moi-même, ne les ayant à peu près pas connus, étant donné qu'en 2004, le baseball majeur ne m'intéressait pas particulièrement. Mais il y a des projets, et je te laisse, Gab, peut-être parler de l'aspect plus financier là, sur cette transaction-là.
Ouais, alors je voudrais juste revenir quelques instants aussi, ce qui m'a déterminé aussi à choisir ce sujet-là. En fait, bon, ce qui s'est passé, bon, vous savez tous, mercredi soir, le PSG s'est fait éliminer évidemment de la Ligue des Champions. Bon, ça c'est, je pense que maintenant tout le monde est au courant. Et bon, pour pleurer, on va dire, même si je supporte pas non plus le PSG, je suis pas un fan du PSG, loin de là. Je me suis regardé, en tout cas, sur Netflix, justement. Ça va être le coup promotion, là, tu vois. On devrait te payer maintenant pour ça. Le superbe film qui s'appelle Moneyball, je te le recommande si tu l'as pas vu. Mon Dieu, je l'ai écouté à peu près 16 fois et demie. C'est C'est un la meilleure super, chose. c'est un super film, vraiment, et assez brillant, qui raconte justement l'histoire d'une franchise de baseball durant la même époque, justement, des Expos, donc en début des années 2000. Euh, qui s'appelle les Athletics d'Auckland, ou les Auckland Aids, comme ils sont surnommés, là, et où justement c'était un petit marché de baseball Auckland, on n'en parlera pas trop en détail, mais où ils avaient très peu de possibilités, tu sais, de rivaliser par rapport aux grandes équipes, et justement ils ont utilisé beaucoup plus leur intelligence, et utilisé les stats à leur avantage pour recruter en fait des joueurs qui sont sous-évalués. C'est avec Brad Pitt, c'est un super film. Si vous avez Absolument. 10 sur 10, je suis tout à fait d'accord. si vous avez 2 heures et demie à perdre dans votre vie, perdez-les en tout cas sur ce film-là, c'est super. Et même si vous n'êtes pas du tout un amateur de baseball comme moi, même si j'apprécie ça quand même de temps en temps, plus dans un contexte, on va dire, été, bref, quand c'est plus, t'as rien à faire, bah en tout cas, bref, super film, allez le regarder, s'il vous plaît, passez ces 2 heures et demie là-dessus. Et donc, ce qui m'a venu là-dessus, c'est que oui, non seulement il y a eu ça, il y a eu en plus la renégociation, si tu veux, des contrats en fait de baseball en fait avec les. La convention collective, oui. Exact. Il y a eu une période de lockout pendant à un moment donné, on s'est dit ça y est, la saison de baseball va être même complètement annulée parce qu'il y a la convention collective en fait entre les joueurs et la ligue qui n'était pas signée. Il y a eu une négociation et finalement le début de la ligue va être dans à peu près un mois. Là, je crois que ça va être au début avril, en retard par rapport à ce qui est prévu, qui est d'habitude à la mi-mars. Et donc, ça m'a fait penser, tiens, il faut qu'on fasse un épisode donc justement sur le baseball, qui est un sport assez méconnu. On en avait parlé très légèrement avec les Braves d'Atlanta dans l'épisode sur Liberty Media. Et je trouvais qu'on n'en parlait pas, on parlait pas assez justement de cette franchise qui a disparu, qui s'appelait les Expos de Montréal, donc qui jouait au stade olympique, qui aujourd'hui est un peu à l'agonie, puisqu'il est évidemment inoccupé la plupart du temps. Et c'est la question que je voulais me poser, c'est est-ce que ce projet-là, est-ce qu'il est réaliste? Parce qu'on a eu plusieurs offres, en fait, peut-être justement de rapatriement d'autres équipes, donc de délocalisation de franchise, hein, donc aller ramener les expos à Montréal. Donc je sais que par exemple les Athletics d'Auckland, donc les Auckland Aids, avaient peut-être de l'intérêt à quitter Auckland à la fin de leur bail avec le stade actuel qui est un peu en ruine là en ce moment, donc qui est le Colisée d'Auckland. Il y a les Rays de Tampa, pareil, qui sont dans une situation qui est assez préoccupante, si tu veux, où oui, l'équipe fonctionne très très bien sur le tapis, en tout cas sur le gazon, mais au niveau de la tendance, donc du nombre de spectateurs dans les tribunes, il y a un gros problème. Les gens en fait ne regardent pas cette équipe-là, donc pour une raison assez simple, c'est que c'est un marché assez compliqué, la Floride, pour le baseball. Et il y a certaines personnes qui se sont dit, bah tiens, il faudrait peut-être qu'on repense aux expos à Montréal, parce que c'est vrai que c'était un marché, en tout cas dans les grandes années glorieuses, tu veux, des expos qui étaient plus dans les années 90, en fait, dans le début des années 90, c'est là où l'équipe performait très bien, en fait, et ben avait des matchs, comment dire, où tu avais des stades à 35 000 personnes. Alors, bon, la question c'est, est-ce qu'aujourd'hui c'est réalisable d'aller ramener une équipe comme ça? Alors, ça a été l'objectif, je te dirais, en tout cas de ce petit segment, c'est plutôt d'aller regarder en fait non seulement des éléments qualitatifs, si tu veux, c'est toujours comme ça, tu vois, en analyse financière, tu regardes évidemment des éléments qualitatifs et des éléments quantitatifs. Est-ce que ça fait du sens, tu vois? Aujourd'hui, tu vois, je veux pas évidemment faire de calculs complexes parce que déjà, premièrement, on a assez peu de données, étant donné que la ligue de baseball, la plupart des infos sont privées, tu ne peux pas y avoir accès à moins de, comment dire, évidemment, d'avoir accès aux infos de la part des autres propriétaires. Bon, évidemment, ils vont pas te les donner comme ça, évidemment, puisque c'est des business qui valent des milliards hein, aussi. Une franchise, c'est pas gratuit. Et tu vois, au-delà, donc c'est ça, d'aller regarder en fait les chiffres, c'est juste de faire un exercice de gros bon sens. C'est aussi un peu le but du podcast, c'était de vous initier à la finance avec des règles de bon sens pratique. Comme on dit en anglais, the rule of thumb, tu vois, c'est est-ce que ça fonctionne, la règle du pouce, est-ce que ça fonctionne tout simplement?
Et tu vois, je me suis fait un exercice de dire, est-ce que les expos pourraient revenir à Montréal? Alors, tu vois, je me suis fait un espèce de petit scénario. D'ailleurs, je vais vous l'envoyer, je vais vous le mettre, je pense, dans les liens de l'exercice. C'est comme un espèce de petit Excel. Ne me jugez pas, rien de prétentieux, évidemment. C'est juste un agrégateur avec quelques formules toutes simples. Tu vois, première étape, je vais aller regarder combien ça coûte déjà d'acheter l'équipe. Alors, acheter une équipe de baseball, c'est quand même assez onéreux, tu vois. À mon souvenir, en tout cas selon Damodaran, ça je vous l'avais déjà fourni, je pense, pour la NFL, là, pourquoi les milliardaires achètent des clubs de football ou de soccer, en l'occurrence si on est plus dans le contexte nord-américain. Euh, c'est à peu près 2,5 fois le nombre, les ventes annuelles de l'équipe. C'est souvent ça la règle du pouce, encore une fois là-dessus. Ça là-dessus, je te dirais, c'est la portion investissement. Donc quelque part, le but c'est de l'acheter pas cher, d'augmenter les revenus évidemment, et faire en sorte de le revendre plus cher. Donc ça, on va l'ignorer. Moi, ce que je dirais, c'est plus sur la pérennité en fait du projet. Est-ce que l'équipe, elle est capable de payer ses joueurs adéquatement, ou est-ce qu'elle va être tout le temps en train de demander de l'argent de la part de ses actionnaires? C'est plus le côté rentabilité, moi, qui m'a plus me turlupinait en fait, plus dans le projet là-dessus. Parce que de l'argent, tu peux toujours en prendre près de plusieurs actionnaires. Si vraiment tu veux lancer un projet, c'est possible. Donc, on va faire un scénario, tu vois, et puis dans mon scénario, j'ai pris l'hypothèse que les Rays se redéplacent à Montréal. Leur masse salariale, c'est 70 millions par année. Je vais aller regarder ça sur Internet. Un stade, parce qu'il va falloir construire un nouveau stade. On sait bien que la Ligue refusera de revenir au stade olympique. Il est trop vétuste. Et il est trop, évidemment, il n'est pas adapté aujourd'hui aux conditions modernes du baseball. Évidemment, ils n'accepteront aucune relocalisation de franchise si, évidemment, il n'y a pas de nouveau stade. Donc ça, c'est un prérequis. J'ai estimé à peu près au coût du stade. Alors, je suis allé regarder sur le dernier stade qui a été construit dans la Ligue, ça vient des Braves d'Atlanta qui ont récemment construit leur nouveau stade, en fait, il y a 2 ans, si je ne m'abuse, et qui a coûté 600 millions de dollars américains. D'ailleurs, ici, je vais discuter que en dollars américains parce que les salaires et les dépenses des joueurs sont payés en dollars américains. En dollars américains. 750 millions, j'ai estimé à peu près pour le coût d'un stade à Montréal. On va faire l'hypothèse que ça a augmenté les prix pendant quelques temps. On va supposer qu'on peut l'amortir sur 30 saisons. Ça fait 25 millions par année, plus 20 millions de frais de direction, je te dirais pour le personnel qui travaille en tout cas pour l'équipe, 10 millions de frais administratifs divers, par exemple l'entretien du stade, les réparations des sièges, etc., sur ce genre de choses, sur l'entretien de la bâtisse aussi, parce que souvent c'est quand tu t'occupes de ce genre de stade, tu dois aussi l'entretenir aussi, ça coûte très très cher. Ça nous revient, donc ça nous revient avant, je te dirais, les droits TV, qui est une source de revenus assez intéressante, à 45 plus 80 chute à 125 millions, donc je suis à 125 millions de dépenses, je te dirais, par année, auxquelles il faut soustraire, je te dirais, au niveau des revenus récurrents, en fait, les droits TV. Les droits TV, tu vois, la Ligue a signé un nouveau contrat qui a été estimé à peu près à 100 millions par équipe. Je vais y aller conservativement, tu vois, avec un 80 millions, tu vois, pour être... Ça nous fait en fait un total de dépenses de 45 millions qu'il va falloir assumer par les ventes de billets. Il y a 162 matchs par saison. Je divise par 2 parce que tu as des matchs à l'extérieur et des matchs évidemment à domicile. On va compter évidemment que les tickets à domicile. Ça fait 81 matchs. Revenu par personne. Alors je vais estimer un revenu. Tu vois, je suis allé sur Statista. Il disait qu'à peu près le prix moyen d'un billet de baseball, c'était à peu près... Là, c'est une estimation de 35 $ par billet. Tu veux. C'est vrai que c'est un sport qui est un peu moins onéreux que les autres, le baseball. Je vais rajouter un 15 $. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est que si jamais tu dois manger sur place, ça coûte souvent assez cher. Tu vois, par exemple, les boissons, etc. On va supposer que tu prennes une bière et un hot dog, par exemple. 15 $ en plus. Donc, ça fait 50 $ américains par personne, ce qui me paraît assez raisonnable. Donc, ça veut dire que le seuil mort pour pouvoir rentabiliser ton projet, c'est à peu près 11 000 personnes par match. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies au moins 11 000 personnes qui viennent à chaque match pour pouvoir rentabiliser. Et là, je te dirais, c'est plus toi, JP, qui va me dire, est-ce que ça te paraît réaliste pour toi, 11 000 personnes? Ben exact. Puis je pense que c'est un peu ça le problème et c'est le défaut qu'avait Montréal, encore une fois, c'est les assistances montréalaises et on s'en parlait très fréquemment. Là, les matchs commencent très tôt au début du printemps et se terminent quand même assez tard, on ne se le cacherait pas, dans un contexte où une équipe, encore une fois, et c'était le problème de Montréal avec le budget, il y a 2 aspects. Premièrement, l'équipe n'était pas très très compétitive et ça ne serait selon moi pas le cas aussi si les Expos revenaient parce que la masse salariale ne serait jamais comparable aux grandes équipes
qui étaient des compétitions qui pourraient devenir des compétitions directes des expos, que sont les Yankees, les Red Sox de Boston, etc. Il y a des équipes qui ont beaucoup plus de budget, donc je ne m'attendrais pas à ce que les expos, avec les propriétaires qu'ils auraient et ceux qui sont sur la table présentement, pourraient mettre autant d'argent que ces énormes franchises-là. Donc moi, qui dit performance plutôt modérée, ça c'est certain pour une équipe qui revient, donc moins d'intérêt au niveau des billets. Et on l'a mentionné, encore une fois, je suis un fan modéré de baseball, mais le problème que j'ai, c'est Montréal. Le fait d'aller à Montréal pour un match un mercredi soir, par exemple, et qu'en fait, il y a 3 matchs de suite, un mardi soir, mercredi soir et jeudi soir, le fait d'avoir une attendance qui est adéquate ou une assistance qui est adéquate quand le stade est fait sur l'île de Montréal, avec les problèmes de transport, avec les problèmes de stationnement, avec le fait que la majorité des fans de baseball étaient davantage au Québec qu'à Montréal même, je crois que l'atteinte d'un 11 000 en moyenne, qui reste encore une fois relativement faible, si on regarde pour des équipes relativement moyennes dans la ligue, sont capables de faire leur 11 000 en moyenne là, avec surtout en mettant l'emphase sur les matchs du week-end par rapport aux matchs de la semaine. La moyenne se porte quand même bien. Ça reste quelque chose que je ne suis pas certain qu'il y a, encore une fois, il ne faut pas l'oublier, pas le fait de maintenir sur un an, mais le fait de maintenir sur les 30 années d'amortissement entre du stade que tu as mis. J'ai de la misère à croire sur le fait là, que ça serait viable. Et l'autre point clé, et c'est probablement celui qui empêche dans toute ligue compétitive nord-américaine confondue, on ne parlera pas des Nordiques de Québec au niveau du hockey, mais qui est un point problématique à chaque fois qu'on en aborde, c'est la faiblesse du dollar canadien par rapport au dollar US. Tu l'as mentionné, tous les calculs se font en dollar US. Les opérations d'une équipe professionnelle nord-américaine se font également en dollars US, et on se retrouve avec des revenus qui rentrent en canadien avec un dollar qui peut être, comme on le connaît très bien, on ne se le cachera pas, relativement volatile au niveau de la valeur par rapport au dollar US. Donc dans ces projections-là, sur des périodes de 30 ans par exemple, comme tu le soulevais, c'est très difficile et la Ligue va être énormément frileuse au-delà, encore une fois, de l'attrait, de la performance de l'équipe, de la capacité de mettre des personnes sur les sièges. Il y a cette problématique-là, selon moi, que les revenus vont toujours être problématiques. Et encore une fois, ce n'est pas tant la performance au tourniquet qui va compter, mais réellement, quelle est la situation au niveau du taux de change entre le Canada et les États-Unis. C'est un problème et c'est quelque chose qui, on l'a vu, met la hache dans plusieurs projets. Et c'est un petit peu, on se le cachera pas, ce qui a mis la hache dans la proposition la plus récente qu'il y avait d'espèce de ville-sœur entre justement l'équipe que tu as pris comme exemple, les Rays de Tampa Bay, et justement une équipe éventuelle à Montréal. Donc le fait de même partager une équipe, de même pas pu aller de l'avant, a été rejeté au niveau de la Major League Baseball de manière cachée, on se le cachera pas, à cause de l'or canadien. Parce que tous les autres vecteurs étaient ouverts, tous les autres éléments, le fait de mettre un stade, le fait d'investir dans l'équipe, le fait d'avoir un partenariat public-privé, tout y était. Tous les critères qui étaient évalués y étaient. La faisabilité était prouvée, les plans étaient solides comme celui que tu as sommarisé. Encore une fois, le seul point caché, le dollar canadien, qui est toujours, selon moi, ce qui va, encore à ce jour et pour toujours, selon moi, empêcher ou rendre énormément limité l'arrivée d'une équipe sportive. Également aussi le potentiel des marchés canadiens. Globalement, on est 35 millions, 36 millions de personnes au Canada. On s'entend qu'il y a des États américains qui se portent presque autant. Donc, il y a aussi cette limitation-là au fait d'avoir de l'intérêt pour mettre une nouvelle équipe sur un marché à l'Est, comme Montréal, qui est extrêmement proche d'un autre marché canadien qui se porte très bien, qui est le marché de Toronto. Le fait de mettre une compétition directe, le fait de mettre peut-être une équipe dans l'Ouest canadien pourrait à la limite être peut-être plus pertinent que de mettre une équipe, de ramener une équipe à Montréal, selon moi également. Donc le potentiel, encore une fois, financier et également purement en termes de popularité et d'attrait. Je pense que, à mon avis, les Expos retourneraient un peu dans cette espèce de classe d'équipes-là, comme le sont présentement les Rays et les Aces d'Oakland, qui sont éternellement voués de par la limitation de leur budget et de leur potentiel en termes d'assistance à être une équipe qui vont toujours être un peu sur la sellette d'un moment à l'autre avec cette effervescence-là que les ligues professionnelles nord-américaines connaissent, mais qui crée un écart énorme entre les équipes riches et les équipes plus pauvres. Je crois que les Expos se porteraient un peu, malheureusement, dans un contexte qui ne leur serait pas favorable s'ils reviendraient dans tous les cas. Oui, le problème aussi qu'a le baseball majeur aussi que tu n'as pas abordé, c'est la question du salary cap. On sait que la MLB, donc la Ligue majeure de baseball, donc MLB, excuse-moi en anglais, c'est la seule ligue en fait nord-américaine, à l'exception de la MLS qui a des règles un peu spéciales là-dessus, parce qu'il y a le système des joueurs désignés là qu'on va pas parler en détail parce que c'est un bordel, pardon pour le jargon. La MLB n'a pas de salary cap, donc c'est-à-dire que chaque équipe peut mettre autant d'argent qu'elle veut, évidemment, sur les salaires de ses joueurs. Donc c'est clair que les gros marchés, comme par exemple Los Angeles,
Boston, donc avec les Red Sox, Chicago avec les Cubs et les White Sox, évidemment beaucoup plus d'argent à dépenser. Et puis, Exact. c'est des... Officiellement, en fait, il y a un cap salarial, mais c'est un soft cap dans le sens où si tu Voilà, vas au-dessus, tu as ils appellent ça la luxury tax, qui exact, exact. officiellement est à peu près un chèque de fond de poche pour une énorme équipe. Donc, à la limite, ils s'en foutent complètement de mettre un peu plus d'argent. Et donc, c'est ça. C'est pas un hard cap, c'est vraiment un soft cap. Donc, vous pouvez le dépasser, vous allez payer quelque chose. Mais encore une fois, comme tu l'as dit, si ces équipes-là sont prêtes à mettre autant d'argent que d'aller au-dessus du plafond salarial, ils n'ont aucun problème à rajouter un petit peu d'argent pour des taxes de surplus, là. Oui, exact, exact. Donc, comme il n'y a pas de cap, évidemment, clair, comme par exemple c'est le cas dans les autres ligues, en tout cas de nord-américaines, où pour le coup c'est fait, c'est conçu, si tu veux, pour que les équipes soient pas trop, en fait, Soit paritaire, bonnes, ouais, au niveau de la ce performance, ouais. soit assez paritaire au niveau de la performance, ce qui est une bonne chose, en fait, parce que ça permet aussi d'avoir un renouvellement, si tu veux, des équipes. Bon, même si, bon, ça arrive parfois que tu des équipes légendaires, c'est le cas, par exemple, des... Bon, alors, dans l'univers du hockey, on sait que l'équipe la plus titrée, bah, c'est les Canadiens de Montréal, c'est le tricolore. Alors que nos amours, donc en tout cas les Expos de Montréal, eh ben, ils n'ont jamais gagné la série mondiale. Tu vois. Ils n'ont jamais réussi à être champions du monde. Tu vois. Encore une fois, on va pas faire la joke. Oui, c'est le vainqueur de la série mondiale qui est champion du monde, donc les World Series. Euh, donc, si tu veux, tu as une disproportion qui faisait que c'était très compliqué, si tu veux, dès le début. C'est très compliqué pour les équipes, en tout cas canadiennes, qui en plus ont l'histoire du taux de chance qui, oui, tu peux ajuster les prix de tes billets, mais pas non plus trop, tu vois, parce que pour un spectateur, si tu veux, si tu lui charges, par exemple, 80 $ par match, moi, je vais pas y aller aux expos, tu vois. Par contre, si tu me... Tu sais, par exemple, je me mets dans ma position, moi, si par exemple, tu me demandes, bon, je sais pas, 35 40 $ par billet, je vais peut-être y aller, tu vois, je vais peut-être y aller, et puis je vais prendre, mais je vais pas trop, non pas faire tout le fou. 80 $, ça fait trop cher. Tu vas pas 50 fois par année. Quoi. Par exemple, c'est le cas, par exemple, le Canadien, c'est aussi assez cher. C'est pour cette raison-là que la franchise est pérenne. Aussi, il y a aussi un côté un peu historique aussi avec les Canadiens, qui est quand même le club, on va dire, de hockey le plus périn, si tu veux, dans le hockey. Ce qui fait que tu as toujours cette compétition. C'est difficile de rivaliser dans une ville qui est si attachée à son équipe de hockey avec un autre sport comme le baseball. Alors c'est vrai que le calendrier aussi joue pas en notre faveur aussi. C'est que les séries de hockey, si je me souviens bien, c'est au mois de mai, tu vois. Donc, tu as Mhm. 2 mois, en fait, où les gens iraient pas trop voir les expos, le début de la saison des expos, pour aller supporter à fond pour cent le Canadien de Montréal. Puis ensuite, l'été, d'être 100% sur les expos, tu vois. Il y Et a à une la énorme rentrée. compétition avec le club de foot local et avec le club de football américain local également qui prennent directement leur calendrier sur la période où le Canadien ne joue pas et c'est volontaire. Et voilà. Et c'est pour ça que c'est un peu compliqué, si tu veux, pour les expos, parce qu'il faut que tu arrives à remplir ce maudit stade. Alors, j'en irais pas construire un stade de 40 000 places. Je pense que ce serait un stade, je pense, probablement dans les alentours de 30 000. On sait que le dernier stade, par exemple, en tout cas qui a été construit donc, pour les Braves d'Atlanta, je crois qu'il y a à peu près 40 000 places. Alors, c'est une très grosse ville, hein. Atlanta en Géorgie, c'est beaucoup plus gros que Montréal, en fait, en termes de population. Euh, mais si tu veux, t'as, je pense, une fenêtre d'opportunité, mais cette fenêtre-là, il y a beaucoup de contraintes qui fait que aujourd'hui, personnellement, dans ma situation, ça me paraît compliqué, si tu veux. T'as trop de risques, si tu veux, qui viennent là-dessus. Mais t'as des opportunités qui font que c'est quand même un marché intéressant, si tu veux. Et dans les grandes années du baseball à Montréal, bah, t'avais plus de 11 000 personnes par spa, t'avais plus de 20 000 par match. Mais c'est une autre époque. Les temps de jeu aussi sont de plus en plus longs, ce qui fait que les gens souvent s'ennuient devant le baseball. C'est un jeu un peu long, etc. C'est le national pastime aux États-Unis, mais au Canada, c'est pas notre national pastime. Au Canada, nous, notre national pastime, c'est le hockey. Et l'été, bah, c'est bête, mais c'est le soccer, donc le football européen comme vous le connaissez. Donc c'est des questions, tu vois, et je trouvais ça intéressant, ce petit exercice, parce que ça te pousse à la réflexion de savoir est-ce que c'est crédible. Et quand on parle de quelque chose, et ça c'est quelque chose qui... je fais un aparté, là, puis après je pense qu'on peut rendre l'antenne, là, mais euh, toujours avoir un esprit critique quand on te donne une chose. Moi, ce que j'adore, c'est de remettre toujours en question ce qu'on me dit, et d'aller avoir mon propre jugement critique. Donc, je pense que c'est important, tu vois, d'analyser le projet et dire, bon, ça fait du sens ou ça fait pas du sens, tu vois. Et ensuite, bah, tu peux débattre, et rendu là, c'est le terrain, évidemment, du débat qui embarque, et c'est un terrain aussi qui est aussi passionnant, là.
Exact. Donc, c'est ce qui va conclure l'épisode d'aujourd'hui. Encore une fois, là, très intéressant comme analyse. Là. C'était bien pertinent qu'on puisse la faire là, en détail. Là. Encore une fois, c'était un peu champ gauche pour ne pas faire un jeu de mots avec le concept du baseball. Ça n'était pas C'était volontaire bon. du tout. Mais effectivement, là, quand même assez intéressant. Donc, merci encore une fois, Gab, pour les deux sujets d'aujourd'hui. Merci tout le monde pour votre écoute comme toujours. Et Gab, je te relance tout de suite la parole à nouveau là, pour le mot de la fin là, pour nous lancer vers la semaine prochaine déjà. Oui, n'oubliez pas de partager notre contenu si ça vous a plu, à mettre un petit commentaire sur YouTube ou nous envoyer un petit courriel si vous voulez avoir votre sujet, on va dire aussi sélectionné, ou si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir de pouvoir y répondre. Vous savez, on essaye d'être réactifs. Toutes les plateformes audio, Spotify, Apple Podcast, Overcast, Apple Podcast, j'ai peut-être répondu, revu, mais en tout cas, on est disponible sur toutes les plateformes. YouTube, évidemment, et puis si ça, vous voulez nous faire un coucou, ça va nous faire plaisir, et surtout, on vous remercie pour votre écoute, et on vous dit à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Bonne semaine tout le monde. Salut.